Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chirurgie d'Histoire, le podcast dans lequel j'interviewe le docteur Patrick Nipper, mon père, qui est chirurgien plasticien. Vous trouverez sur cette chaîne des discussions que nous avons sur des thèmes et concepts autant liés à la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui est donc son métier, mais aussi des histoires hors du commun de ces nombreuses missions humanitaires faites au cours des 30 dernières années. Alors si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire et à nous suivre sur notre page Instagram pour plus de contenu. Tous les liens sont dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Alors, le Tchad. Nous n'avons pas encore parlé du Tchad comme pays. Enfin, on a évoqué un peu lors de l'épisode sur Aminata, parce que ça c'était au Tchad aussi, mais c'était en 2018. Du coup, là vous êtes parti en mission à Moundou, Oui, donc tout à sud fait. du Tchad. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de déjà comment vous êtes rendu là-bas? En fait, c'est une mission qu'on a fait là au Tchad, à Moundou, du 11 au 21 octobre. On est allé à Moundou, donc c'est une mission qu'on connaît, que je fais surtout avec une ONG qui s'appelle Handicap Santé. C'est une ONG qui, à la base, est une mission orthopédique pour traiter et prendre en charge des séquelles de polio. Donc c'est une ONG qui tourne depuis longtemps, qui a été créée par le père Michel, et on travaille dans un centre qui s'appelle MNDP, Maison Notre-Dame de la Paix. Donc c'est une structure qui a 60 ans, qui tourne bien, qui est organisée régulièrement 3 à 4 missions par an, mais qui est basée surtout sur l'orthopédie. Il y a une quinzaine d'années, moi j'avais développé la chirurgie plastique avec Dominique Vasse, une chirurgienne plasticienne de Toulouse. On avait développé la plastique pour associer toutes les missions pour la prise en charge des brûlés, des séquelles de brûlures, des fentes labiales, etc. Donc on y va régulièrement. Donc là, ça faisait 2 ans ou 3 ans que je n'avais pas été. Ah ouais. C'est ma 8e mission là-bas, oui. Et donc on est allé à Moundou. Donc on arrive à N'Djamena, on fait un vol direct de Paris à N'Djamena. Et ensuite de N'Djamena, soit en fonction des périodes et des difficultés de sécurité, etc., soit on prend un petit coucou pour aller dans le sud à Moundou, soit on prend l'avion du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, ou on prend un petit bus pour y aller. C'est pas dangereux de prendre la route? Alors la route est un petit peu dangereuse, ça dépend. Quand Boko Haram était très actif, on a évité. C'est pour ça qu'on prenait un petit coucou. Là, au niveau sécuritaire, en dehors de N'Djamena, c'était assez correct, surtout dans le sud. C'était un peu plus instable à N'Djamena, où c'était un peu plus tendu, on sent, avec les problèmes d'élection, Ah. les problèmes au Soudan, Hmm. ou à l'est du Tchad, tu as beaucoup de réfugiés. Tu as Boko Haram autour du lac, la région des Grands Lacs, qui attaque régulièrement. Donc effectivement, il y a une petite instabilité. En l'occurrence, quand on était pendant le séjour, il y a eu un monsieur qui a été sur lequel on a tiré parce qu'il s'était arrêté devant la présidence. À N'Djamena. À N'Djamena, oui, oui. Mm. Donc il est blessé par balle. Et puis il y a eu, 2-3 jours avant qu'on parte, aussi un pick-up qui a été arrêté, qui n'a pas voulu se faire contrôler. Il y a eu 2 morts et 5 blessés. Enfin, c'est un peu chaud, mais bon, c'est normal. C'est comme toutes ces villes un petit peu. Ouais. Mais nous, dans le sud, non, pas de Ah ouais. pas de gros problèmes sécuritaires où on était. Vis-à-vis de la population non plus? La population est un peu plus, un peu plus hostile, moins sympa qu'avant. Ah ouais? Oui, parce que tous les problèmes du nord du Tchad font que tous les grands propriétaires ou toute la population un petit peu du nord descend. Bon, ce sont un peu, pas des islamistes, mais ils sont un peu agressifs, ils sont pas. Et donc, ils foutent un peu le bordel dans le sud. Ce sont il y a toujours eu toujours le problème entre les éleveurs et les agriculteurs, des problèmes de territoire. Ça a toujours été un petit peu endémique dans beaucoup de pays où il y a des transhumances entre le bétail et les agriculteurs. Mais là, ça s'est un petit peu accentué. Les gens sont un petit peu moins sympas. Un peu moins sympa vis-à-vis des Français, parce que, bon, en ce moment, nous, en Afrique, il y a une petite vague un peu anti-française, plus ou moins soutenue par la Russie ou des pays qui aiment bien foutre le bordel, Bah oui. des guerres d'influence. Voilà, donc un peu moins sympa, un peu hostile, pas agréable, quoi, je dirais. Ouais. Ouais, bah ça doit être un peu compliqué quand même, parce que déjà tout ce que vous faites pour aller jusqu'à là-bas, en plus d'arriver et de pas être dans une ambiance sympa, ça
Ça doit Disons rendre le voyage compliqué. Voilà, c'est pour ça que ça rend parfois des missions comme ces missions qui n'étaient pas très agréables parce qu'il y a une succession de choses qui s'accumulent et qui font qu'une mission peut être réussie ou pas réussie. Bon, ça, c'est inhérent à tout programme humanitaire ou des programmes chirurgicaux. Là, effectivement, quand en plus, avec toutes les difficultés, tu as une population qui n'est pas... Alors, on fait la différence entre les gens qu'on opère et les familles et les enfants et les gens individuellement qui sont souvent très contents et qui sont souvent démunis et ravis du reste de la population. C'est sûr qu'on fait la différence, mais ça participe, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça participe à rendre une mission un peu plus difficile. Ouais, bien sûr. Ok, donc là, vous êtes arrivé du coup à Moundou, et vous avez fait une mission de combien de jours? Une semaine à peu près? Non, alors les orthopédistes sont restés 15 jours, nous on est restés 12 jours. Ah oui, ouais, donc 12 jours quand même. Ouais. Et vous avez opéré tous les jours? Oui, on a opéré tous les jours. Dès qu'on arrive, ce sont des missions un petit peu au taquet, hein, c'est-à-dire que dès qu'on arrive, on consulte, on opère tous les jours. Le dernier jour, on fait les pansements. Ensuite, on remonte sur N'Djamena, on prend l'avion. Oui, le retour, par exemple, c'était 8h30 de bus. On est parti à 6h du matin, ça fait lever à 4h du matin. Le jour du départ, on part donc, on se lève 4h, 5h du matin, on roule toute la journée jusqu'en début d'après-midi, on arrive chez les sœurs à N'Djamena où on prend une douche, on bouffe un poulet grillé et puis on va à l'aéroport et le soir on prend l'avion pour voyager toute la nuit sur Paris. Ouais, non, mais c'est épuisant. Enfin, Ouais, c'est assez fatigant, oui. Ouais, déjà je voyais, enfin, de ce que tu me racontes, un peu le rythme des missions en général est épuisant. Là, j'ai l'impression que c'était encore plus, quoi, parce que... Les voyages sont longs, c'est normal. C'est parce que quand on arrive, et qu'il y a encore une étape, c'est-à-dire quand on arrive dans la capitale directement avec un vol direct, c'est long, mais c'est gérable. Là, en plus, tu pars dans le sud. Mais tu sais, quand je faisais la Casamance, c'était 14 heures de taxico. Hein. Ouais. On arrivait à Dakar et c'était 14 heures de taxico pour aller au fin fond de la Casamance. Tout au bout là-bas, sur la frontière. C'est complètement fou, ouais. C'était assez long, oui. Ouais. Et du coup, donc cette mission-là, c'était avec des orthopédistes. Est-ce que tu as fait des opérations avec des orthopédistes? Alors normalement, le but de ce programme-là, c'est de faire des programmes d'orthoplastique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'associer les deux spécialités, parce qu'il y a des interventions qui sont mixtes, donc où les orthopédistes vont faire le temps chirurgical d'orthopédie, et nous, les plasticiens, on va faire le temps chirurgical de plastique. Par exemple, si tu as une fracture ouverte ou si tu as des temps osseux où l'orthopédiste va faire de la reconstruction de l'os avec des plaques, des vis, etc., il nécessite une couverture et nous on intervient pour faire les lambeaux. Bon, donc il y a beaucoup d'interventions comme ça où c'est assez mixte. Après, nous on prend en charge beaucoup toute la chirurgie de la main qui appartient aussi à l'orthopédie. Mais donc, moi, en plus, je suis chirurgien de la main, donc on fait toute la chirurgie de la main, toutes les interventions. On a fait une amputation d'un bras, etc., sur une grosse pathologie, etc. Donc, on essaie de faire des interventions mixtes pour augmenter et échanger sur nos spécialités. C'est ça qui est intéressant dans ce type de mission. Ok, tu parles d'un patient, vous avez dû amputer son bras? Oui, on a amputé, c'est une jeune fille, parce qu'elle avait des séquelles de brûlure tellement importantes au niveau de la main, que la main était vraiment non fonctionnelle, elle cicatrisait pas, ça faisait des années qu'elle avait des plaies qui ne cicatrisaient pas, et en plus quand une plaie ne cicatrise pas, souvent ça peut se cancériser, tu vois, il peut y avoir des cancers en plus. Donc elle avait une main vraiment qui était tordue, infectée, pour elle c'était mieux de l'amputer, parce qu'il vaut mieux avoir un membre amputé sur lequel tu peux mettre un appareil ou une prothèse, voire rien du tout, plutôt qu'une main qui est toute tordue, infectée, qui sent mauvais, qui est handicapante. Donc parfois l'amputation alors elle est souvent très très mal acceptée dans ces pays-là, et notamment en Afrique. Ils n'aiment pas l'amputation. On prend du temps, on explique, etc. On laisse toujours le choix, évidemment. Mais sur un plan fonctionnel, il vaut mieux parfois amputer, bien sûr. Ouais. Bah, surtout que, est-ce que elle, sa vie aurait pu être en danger du fait de laisser... Sa vie était déjà un enfer, parce que non seulement elle avait une main qui était toute tordue, collée, qui l'handicapait, sur le plan fonctionnel, elle ne pouvait pas s'en servir. En plus, il fallait faire des pansements tous les jours, ça sentait mauvais, elle risquait une vraie cancérisation, elle risquait une infection qui peut entraîner une septicémie, etc. Donc sa vie son quotidien était vraiment une horreur,
par rapport à cette pathologie. Donc il vaut mieux parfois une amputation qui résout le problème, qui lui donne une vie sociale beaucoup mieux, beaucoup plus facile dans sa vie de tous les jours, etc. À part l'image que l'amputation est mal vécue sur le plan philosophique, social, spirituel, etc. quoi. C'était une patiente de quel âge, ça? C'était une patiente d'une vingtaine d'années. Ouais. Elle était mariée ou pas? Elle aurait pu se marier, tu penses? Je sais pas. Non, alors dans ces conditions-là, elle se marie pas, non, mais souvent non. Même avec un bras amputé? Alors après, avec un bras amputé, peut-être, je sais pas, mais elle, en l'occurrence, elle n'était pas mariée, non. Ok. Et alors, je sais que vous avez fait beaucoup de grosses chirurgies, donc beaucoup de séquelles de brûlures. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme pathologie un peu? Là, la spécificité, c'est qu'on a fait des grosses interventions de chirurgie avec des techniques de reconstruction un peu sophistiquées. Donc j'ai pu me permettre ça parce que je suis parti avec un de mes chefs de clinique. Ça, c'était sympa parce qu'on a pu faire des interventions tout seul. C'est toujours un peu lourd, un peu difficile. Donc à deux, c'est mieux. Et donc avec Eric, qui était le chef de clinique, on a pu faire des interventions un peu plus lourdes, un peu plus importantes, un peu plus sophistiquées. Avec l'avantage, c'est que ça fait des reconstructions de meilleure qualité. Avec l'inconvénient, c'est que ce sont des interventions un peu plus longues. Tu vois, ce sont des lambeaux qui utilisent des gestes de microchirurgie, etc. Enfin bon, ce sont des techniques qui sont adaptées à l'Europe, mais finalement pas très adaptées aux missions parce que ce sont des interventions longues. Et donc, si tu veux, par exemple, sur une intervention où tu fais des greffes de peau, ça dure 2 heures. Là, avec ces lambeaux et ces techniques un peu sophistiquées de lambeaux perforants, etc., c'est 5 heures de chirurgie. Donc, c'est beaucoup mieux pour le patient, mais ça te prend toute une matinée opératoire, alors que pendant une matinée, nous, on peut opérer 3-4 patients. Donc, c'est un choix qu'il y a à faire entre l'efficacité, la rapidité et le nombre de patients que tu opères. Parce que forcément, souvent, les gens raisonnent en nombre de patients. C'est souvent la question qui m'énerve souvent en fin de mission, c'est combien vous avez fait de patients, comme si la mission était réussie en fonction du nombre, parce que pour les gens, le nombre c'est important, alors que c'est ridicule parce que tu peux faire plein d'interventions, des petites interventions de 30 minutes, et t'en fais beaucoup, alors que si tu fais une grosse intervention, tu vas passer 5 heures et t'en fais beaucoup moins forcément. Donc nous, on ne juge pas la qualité ou le résultat d'une mission par rapport au nombre d'interventions, on le juge par rapport au service rendu et à l'efficacité qu'on a rendu à un patient. L'idée, c'est de faire des interventions qui ne sont pas faites dans le pays, qui ne peuvent pas être faites dans le pays. Donc l'idée, c'est de leur apporter une technologie ou des techniques qu'ils n'auraient pas pu faire dans le pays ou qui nécessiteraient de les faire venir en France, etc. Donc les faire venir en France avec leur famille ou leur maman, le séjour, l'hospitalisation, le prix, c'est des interventions qui vont coûter 15-20 000 euros, alors que nous, sur place, ça va nous coûter $350, quoi, voilà. Ouais. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi certaines pathologies qui requièrent des interventions plus complexes, de toute façon. Ah oui, alors il y a des interventions qui nécessitent vraiment des interventions très complexes, et quand elles nécessitent des interventions avec une technologie trop sophistiquée, on ne les fait pas. Ouais. Parce qu'on ne peut pas les faire pratiquement. On n'a pas, par exemple, si tu veux faire des interventions de microchirurgie, il faut un microscope, il faut une surveillance, il faut une surveillance post-opératoire. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en dispensaire. Non, bien sûr. Donc on préfère ne pas le faire et on ne peut pas le faire. Oui, ça c'est la dure réalité du terrain aussi, quoi. Bien sûr. C'est logique. Mais est-ce que tu as eu un patient ou une patiente ou une situation marquante dans cette mission? Pendant cette mission, la caractéristique de cette mission, c'est un petit peu ce qui se passe dans les missions humanitaires difficiles. C'est, d'une manière générale, c'est parfois l'ambiance qui va être rendue et compliquée par rapport aux situations. Quand tu es malade, quand tu bouffes pas bien, quand tu es dans une ambiance pas très sympathique, quand tu es dans un endroit où ça se dégrade sur le plan de l'entretien. Par exemple, là, on fait des missions à l'hôpital de Moundou. C'est chiant parce que chaque fois qu'on revient, ça se dégrade, c'est jamais entretenu. Entre deux missions, il n'y a aucun entretien. L'équipe locale au centre hospitalier ne change même pas les ampoules, voire les vols. Il n'y a pas d'entretien, c'est chiant, quoi. Donc tu arrives, tu as fait un grand vol et un grand voyage, et tu arrives, il faut tout renettoyer, tout remettre. Les prises électriques ne marchent pas. Enfin, c'est un peu fatigant parce que tu te bats un petit peu contre l'invisible. Tu opères dans des conditions difficiles, la climatisation, s'il y en a une, elle ne marche pas, la ventilation non plus, les lumières, tu es obligé d'opérer avec tes lampes frontales. Donc tout ça accumulé fait qu'au bout d'un moment, c'est fatigant parce que tu as l'impression d'être le seul à vouloir opérer. En plus, tu opères gratos, tu es bénévole, etc.
tu te fais racketter. Là, dans cette mission, on est arrivé à l'aéroport, ça a commencé par un racket de la douane, comme d'habitude. Ah ouais. Bien sûr, on est arrivé, soi-disant qu'on n'avait pas le papier, machin truc, alors qu'on avait tous les papiers. Sur Oh là le là. parking, ça a duré 2 heures, donc tu fais un long voyage, tu arrives, tu n'as qu'une envie, c'est aller au centre pour dormir. Là, tu as les douaniers qui te raquettent pour des motifs fallacieux, donc il faut payer, etc. Donc l'ensemble fait qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Une mission, c'est difficile, c'est compliqué, et donc il y a plusieurs raisons pour qu'une mission ne se passe pas très bien. D'une part, parce que toi-même, à ton niveau, au niveau personnel, tu n'es pas compétent, tu as peur, tu es malade, tu as la diarrhée, tu n'es pas en forme. Deuxièmement, l'environnement. L'environnement, il est hostile, il est difficile, tu n'as pas les conditions habituelles de travail, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de clim, tu n'as pas de ventilation, donc les conditions sont très difficiles. Troisièmement, tu as les patients qui sont beaucoup plus compliqués. Moi, quand je suis à Paris, si tu veux, je fais des patients moins compliqués, des patients ou des pathologies qu'on connaît, tandis que là, c'est des pathologies un peu nouvelles, les conditions sont difficiles, tu n'as pas toujours les instruments qu'il faut. Voilà, l'environnement est très, très hostile. En plus, il y a un facteur qui est un facteur humain. Une des difficultés, souvent dans ces missions où on est nombreux, où on est à plusieurs équipes, c'est déjà la culture chirurgicale. Tu peux partir avec un autre chirurgien plasticien ou un autre chirurgien qui n'a pas la même culture et éducation chirurgicale que toi. Donc ça va être un conflit. Par exemple, pour telle pathologie, tu vas dire « Ah ben moi je vais faire ça », lui va dire « Moi je vais faire ça ». Donc si c'est toi le chef de mission et que tu as prévu de faire la version A et que lui veut faire la version B, tu lui dis « Ben écoute, non, on va faire la version A ». Alors s'il n'est pas content, on va se friter, on va s'engueuler. « Ah ben non, je préfère faire ça, etc. » Donc déjà, ça peut être compliqué. Alors si en plus tu pars avec une équipe, et ça c'est toujours pas très agréable, quand tu pars avec une équipe qui est déjà constituée, c'est-à-dire que là en l'occurrence on est parti avec une équipe hospitalière, une équipe qui était déjà en groupe, donc ils se connaissaient, il y avait les anesthésistes, il y avait tout ça et tout, enfin les chirurgiens, et donc ils créent un groupe. Et donc quand toi tu te rattaches à ce groupe, ben forcément tu fais pas partie du groupe, donc il y a une espèce d'harmonie entre eux. Toi, forcément, alors donc il y a les guéguerres de spécialité, c'est-à-dire qu'il va y avoir les orthopédistes et les plasticiens. Donc déjà, il y a toujours des petits conflits au niveau de la spécialité, parce que les gens ne se connaissent pas ou ne savent pas vraiment ce que tu fais. Donc il y a déjà une difficulté pour s'entendre sur le plan de spécialité, il y a une difficulté pour s'entendre sur le plan social. Voilà, il peut y avoir toujours des petits, donc ça augmente la difficulté. En plus, dans cette mission, j'ai vraiment senti un problème d'organisation. Quand on est arrivé au centre, d'habitude, si tu veux, avant, parce qu'il faut dire qu'il y avait le créateur de cette institution, c'était le père Michel, qui a passé 60 ans de sa vie dans ce centre pour organiser la chirurgie sur les polios, les missions, etc. Et ça marchait de manière très, très, très rigoureuse d'organisation. Là, tu arrives, tu n'as pas les patients pour le bloc opératoire, il faut les chercher. Voilà, toute organisation fait que c'était assez embêtant parce que toi, tu es là pour opérer et si les patients ne sont pas là, tu ne peux pas les opérer, donc tu perds du temps et tout. Donc il y a plein de facteurs qui font qu'une mission n'est pas toujours réussie. C'est comme un dîner, il y a des gens qui ont le pouvoir de bien organiser les dîners. Là, personne n'est vraiment responsable, mais c'est l'accumulation de tous ces facteurs qui fait que ce n'était pas pour moi une top mission. Et je ne suis pas très motivé à retourner à Mundou parce que je vois que ça se dégrade énormément. En plus, tu as les patients qui t'engueulent parce qu'ils ont été hospitalisés alors qu'ils ne sont pas opérés. En fait, dans l'histoire, toi, tu es le seul à travailler bénévolement, à quitter ta famille, à prendre des risques, à choper des maladies, à travailler et à être bénévole. Et quand tu arrives là-bas, tu te fais engueuler par les patients parce que les patients, eux, règlent au centre. Ils vont payer au centre, si tu veux. Ah d'accord, ok. Ils vont payer leur hospitalisation. Ils vont payer... Et donc, ils croient que les patients, ce qui était un peu étonnant, c'est que là, ils croient encore aujourd'hui que tu es payé. Quand ils voient une ONG, ils pensent que les chirurgiens, les gens qui partent en mission, sont payés. Pour eux, dans leur esprit, c'est pas possible que tu viennes gratuitement. Ouais. Le bénévolat, ils connaissent pas en Afrique. Donc, dans leur esprit, c'est vraiment, tu es payé. Donc, si toi, tu n'opères pas un patient parce que l'intervention n'est pas utile ou dangereuse, et si tu dis non, il ne faut pas l'opérer, ils t'en veulent. Ils t'en veulent parce qu'ils ont déjà payé l'hospitalisation, ils ont déjà payé le centre. Donc, ils ont déjà donné un peu d'argent. Toi, tu leur dis non. Ils ne comprennent pas pourquoi tu dis non. Ils croient que tu ne veux pas les opérer, alors que tu ne veux pas les opérer pour leur bien. Oui, mais eux, ils ne comprennent sûr. pas. Pour eux, consultation, ça veut dire intervention. Donc, c'est un peu chiant parce que tu es obligé d'expliquer 3 heures en disant « Mais non, mais si j'opère votre enfant, etc., il va mourir. » Ou bien « On ne peut pas. » Donc, tu vois, au bout d'un moment, tu te dis « Je suis le seul ici à être bénévole, volontaire, etc. etc. » Et tu as... Donc c'est une cumulation de... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des missions qui se passent bien, des missions qui se passent moins bien. Mais ça, nous,
en tant qu'habitué à ces terrains hostiles, on le sait. On le sait avant, on sait qu'il y a toujours il y a une panne, il y a un conflit, il y a des guerres d'hommes, hein, et puis tu peux avoir une mésentente avec quelqu'un qui prend en mission avec toi, tu peux avoir quelqu'un que tu ne connais pas qui en mission est un gros con, et tu es obligé de lui dire que c'est un gros con, et bah oui, forcément. Donc t'évites d'aller plus au conflit parce qu'on est dans une unité clos, Ouais. on est loin. On est très loin, on est à distance, et puis on est par rapport à l'environnement, etc. On est obligé de faire un effort de prendre sur soi. Mais ça empêche que tu penses pendant la mission que l'autre est un gros con. Bon, Oui, bien sûr. voilà, à tort ou à raison, hein, parce que parfois toi aussi Ouais, t'es le ouais. gros con. Bah oui. Parfois pour l'autre t'es le gros con, etc. Donc Ouais, ça ouais. c'est comme dans la vie. Sauf que quand tu es loin dans un milieu clos et dans un environnement hostile, c'est différent. Tu peux pas dans un village en mission, si tu veux, te friter avec quelqu'un d'autre parce que les conséquences sont énormes. Ouais. T'imagines, tu es en unité clos, tu vas passer 10 jours dans un petit dispensaire à travailler. C'est pour ça qu'on anticipe. Et pour anticiper, ben, on va partir avec des gens qu'on aime, avec des équipes qui sont bien constituées, etc. Voilà. Et là, en l'occurrence, l'harmonie n'était pas parfaite, pour des raisons, après, pas très graves, hein, c'est pas très grave. Mais tu vois, c'est l'accumulation de tous ces phénomènes qui font que ben, ça peut... c'est comme la mayonnaise, hein, elle peut prendre, elle peut pas prendre. Ça fait partie du lot. Le principal, c'est qu'on s'adapte, on trouve des solutions, et malgré les difficultés, eh ben, on arrive à finir la mission, à opérer, parce qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire opérer les patients. Et malgré les difficultés, on respire, on fait un peu de yoga et on opère tous les patients, et c'est ça la finalité. La finalité, c'est qu'il faut partir en ayant opéré tous les enfants que tu as voulu opérer. Bon, ça, c'est le plus important. Le reste, après, c'est secondaire, ça passe. Ouais, mais c'est surtout hyper intéressant d'avoir un peu ce behind the scene où justement on apprend que c'est pas du tout évident et pour plein de raisons ça peut être même très compliqué à gérer. Une mission, pas juste décider de partir, de payer, d'aller faire le bénévolat, c'est hyper galère. De toute façon, si c'était simple, ouais, tout le monde ferait. partirait. Ouais, bien sûr. Tous les chirurgiens, tous les médecins, tous les IBOD, les infirmières de bloc, tout le monde partirait. Évidemment. Pourquoi il y a peu de gens, peu de candidats qui partent dans ces conditions? Parce que c'est souvent difficile, que ce soit l'environnement, les conditions, etc. Donc si c'était facile, beaucoup plus de gens partiraient. Oui, bien sûr. C'est le propre des missions. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous arrivez à gérer. Bon, toi, tu as une grosse expérience forcément de plusieurs années, etc., et de plusieurs endroits et de plein d'équipes différentes. Mais ça, tu peux transposer aussi ces mêmes problèmes dans n'importe quel sujet de la vie, en fait, bien sûr, dans bien le sûr, boulot oui. et tout. Et comment vous gérez ça, c'est... Ouais, non, ça, c'est avec l'expérience, tu arrives à gérer, anticiper. Moi, je gère les choses en les anticipant. C'est-à-dire, j'anticipe les problèmes. Je sais qu'il va y avoir tel problème. Je sais que ça va friter à ce niveau-là. Je sais que ça ne va pas être possible à ça. Donc, le mieux, c'est d'anticiper. Mais parfois, malgré l'expérience, malgré un nombre important de missions et de gestion de situations difficiles, que ce soit avec les patients, que ce soit avec la technique chirurgicale, que ce soit avec l'environnement, etc. Malgré tout ça, parfois, tu te retrouves devant une nouvelle situation un petit peu difficile où tu pètes un câble, quoi, c'est tout. Si tu veux, voilà. Et ça peut prendre des proportions. Quand tu as un douanier qui te raquette et que tu as envie de te disputer avec lui, tu ne peux pas parce qu'il a une Kalachnikov ou parce que tu risques de finir en tôle ou de ne pas pouvoir reprendre l'avion pour la France. Donc tu es obligé de gérer, de prendre sur toi, mais parfois c'est pas facile, c'est vrai. Ouais, mais c'est le propre des missions, sinon tout le monde partirait. Voilà. En revanche, on a toujours d'énormes satisfactions quand on a des petits-enfants qu'on opère, et donc là c'est un grand bonheur. Ouais. Et vous avez eu une patiente notamment qui avait un NOMA, il me semble. Donc j'ai une photo d'elle que tu m'as envoyée, elle a la bouche ouverte, on voit ses dents sur le côté. Et vous lui avez fait une greffe, non? Non, alors c'est un NOMA, c'est un séquelle d'infection dans l'enfance. C'est une maladie très très grave dans les pays où il y a beaucoup de dénutrition. Ça commence par une petite infection de la bouche, mais comme les enfants sont dénutris, ils font une grosse infection. Ça s'appelle un NOMA. C'est une infection buccale qui s'étend sur tout le visage et qui soit tue l'enfant, soit le laisse vivant. Et quand il le laisse vivant, il le laisse avec des déformations énormes, donc des trous sur la lèvre, sur la joue, sur le nez, sur l'œil, etc. Ah, c'est une horreur. Hein. Donc c'est vraiment le signe de la pauvreté, c'est vraiment une maladie de la pauvreté. Ça s'appelle le NOMA ou cancrum oris. Et donc là, on en a eu à chaque mission, on a des NOMA, bien sûr. Et donc là, on l'a opérée. Elle avait déjà eu une petite greffe de peau qui n'avait pas très bien marché. Et nous, on lui a fait une intervention un peu plus compliquée parce que elle avait déjà été opérée, donc ça nous avait un peu limité dans les techniques qu'on voulait faire.
Et on lui a reconstruit la bouche, la lèvre, etc. pour qu'elle puisse fermer la bouche et qu'elle puisse avoir un visage plus social, plus présentable. Parce que Ah oui. en Afrique notamment, quand tu as un Noma, ça te donne vraiment un aspect horrible avec les dents à l'air. Donc ça handicape les patients sur le plan social de manière importante. Donc elle, c'est un Noma. Ouais. Donc, tu m'avais toujours dit que ça leur donnait des aspects de monstres. Ah, bien sûr, tu vois bien, un Ouais. visage avec un gros trou sur le visage, où on voit les dents, on voit l'intérieur du nez, on voit l'intérieur des sinus, etc. Parfois, c'est une horreur. Ouais. Les gros Nomas, c'est une vision d'horreur. Ouais. C'est vraiment des... Et vous, en combien de temps d'opération? Bon, tu vas me dire, ça dépend le Noma, bien sûr. Mais en moyenne, là, cette Celles-là, petite... les Ouais. Nomas qui sont localisés, où on fait des lambeaux locaux, c'est-à-dire qu'on prend des lambeaux sur le visage, etc. C'est des interventions qui durent 2 heures. En 2 heures, vous lui Ouais. rendez un visage Un normal, en visage à peu fait. près correct, ouais. 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 Parce qu'après, le stade pour les gros Nomas que j'ai fait au Nigeria, etc., donc là, il faut faire de la microchirurgie ou des gros lambeaux. Donc là, c'est 4-5 heures, quoi. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais là, pour le coup, c'est un peu comme les fentes labiales, c'est très visuel, quoi, parce que ça Ouais. change le visage de quelqu'un, quoi. Ouais. Ouais. Puis on a eu aussi une petite Marianne, ça, une petite jumelle. Ah oui. Donc ça, Mhm. mignonne aussi, je vois arriver à la consultation de petite fille de 7 ans. Et puis, je l'avais pas vu tout à fait au début. Et puis, qui s'appelle Marianne avait un pied complètement collé sur le tibia. Tu vois, elle avait une séquelle de brûlure, elle avait dû se brûler un pied. Et en cicatrisant, ça s'était rétracté. Et tu avais le pied qui était complètement collé sur le tibia. Et elle avait grandi comme ça. Donc, elle appuyait sur le talon avec le pied complètement collé. Donc, ça ne voyait pas tout de suite, ça faisait comme une béquille, tu vois. Ouais. Et donc, elle, je crois qu'on proposait aux parents de lui amputer son pied. Ah oui. Et donc, moi, petite jumelle, je la vois arriver. Donc, on s'est défoncé, on s'est battu pour lui garder son pied, parce qu'à la radio, elle avait encore la structure osseuse, elle avait encore, tu vois, les métatarsiens, les orteils, etc. Ah, ok. Donc, elle, on s'est défoncé, on lui a décollé entièrement tout le pied, on lui a remis à angle droit. Et après, avec des lambeaux et des greffes, on lui a tout fermé, la perte de substance. J'ai mis 2 broches pendant 1 mois pour qu'elle ait le pied qui est vraiment à 90 degrés, donc elle va pouvoir remarcher normalement. Il va y avoir après de la kinésithérapie, etc. Mais on était contents, ça c'était un beau cas parce qu'on a pu lui sauver son pied, quoi. Ouais, Elle ça, était c'est vrai mignonne que... comme tout. Et Ouais. c'était marrant de les voir dans le centre, parce que chaque fois que je passais, sur la natte, tu avais toujours les 2 jumelles, enfin la petite sœur qui était toujours à côté, etc. L'une avait son petit plâtre, et l'autre était toujours à côté, collée, quoi. Enfin bon, Ouais, c'est trop ça, mignon. c'était mignon. Mais c'est vrai que ce cas, il est assez incroyable, hein. C'est vrai que j'avais jamais vu ça, pour le coup, Ouais, de tes ben photos. oui, mais tu sais, souvent, c'est assez impressionnant chez les enfants, parce que les enfants, quand ils sont brûlés, ils sont négligés, donc ils se mettent en rétraction, ils sont pas soignés, ils sont pas mis sur des attelles, donc toutes les articulations se rétractent. Donc ça fait des rétractions monstrueuses. C'est-à-dire que le bras, quand il a été brûlé, quand tu as une brûlure sur le bras ou sur la main, eh bien tu retrouves les enfants avec le bras qui est collé au corps, le coude qui est complètement fléchi et la main qui est complètement tordue. Donc tout se rétracte et ça fait des membres en moignons, si tu veux, complètement non fonctionnels, parce que les rétractions sont importantes. Et ce qui est embêtant pour nous, c'est que plus la brûlure arrive tôt, plus le membre est rétracté et grandit pas. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive à l'âge adulte, parfois on peut même pas les réétendre, on peut même pas les réparer. Donc Ouais. là, dès qu'on voit des enfants brûlés, on les opère tous systématiquement, parce que souvent l'enfant, c'est magique, hein. Tu coupes les brides, tu répares, etc. Et ensuite, en grandissant, avec la kinésithérapie, le membre regrandit, c'est assez spectaculaire. Autant c'est spectaculaire dans le sens de la lésion, quand tu arrives, que tu vois des enfants qui sont complètement rétractés comme des crabes, etc. Tu vois, ils ont des aspects un petit peu bizarres, c'est impressionnant. Autant la chirurgie donne des résultats magiques. Ah oui, mais Oui. complètement, mais même... Alors que ouais. quand ils ont gardé leur rétraction et leur malformation jusqu'à l'âge adulte, là on est moins efficace parce que tout s'est rétracté, tu vois, les os, l'os n'a pas grandi, etc. Ah oui, Donc d'accord. là, c'est un peu plus difficile d'opérer quand ils sont à l'âge adulte, quand ils sont restés, si tu veux, rétractés comme ça pendant 20 ans, 30 ans. Donc on ne peut pas faire grand-chose ensuite. En revanche, chez les enfants, c'est magique. Donc elle, en fait, elle avait son pied, Son pied qui était complètement collé tout sur le tibia. et il y avait tous les os dedans et tout. Et ben oui, parce qu'elle avait une Oh mon brûlure qui Dieu. lui avait accolé, elle a dû avoir ça quand elle était toute bébé, tu vois, dans la case, elle a dû avoir de l'eau bouillante ou de l'huile qui est tombée. Et donc, ça a dû, tu vois, donc le pied était complètement collé sur le tibia. Donc elle a appuyé sur le talon, mais les orteils étaient collés sur le tibia. Et donc moi, à la radio, j'ai vu qu'il y avait encore le pied. Donc on l'a décollé, on a disséqué tout, le pied était encore bien vivant. Oh mon On Dieu. a pu respecter les artères, les nerfs, etc.
Et ensuite, lambeaux, greffe de peau, etc. Donc, Waouh. non, ça s'est bien passé. Et ça, c'est spectaculaire parce que, bon, pour avoir un pied. Bah Alors, oui. l'idéal, ça serait que l'année prochaine, on lui ressorte tous les orteils, tu vois, pour qu'elle ait un pied un peu plus Ah oui, ok. en éclat. Pour l'instant, les orteils sont encore englués. Ah oui, ça Donc, fait un moignon, quoi. voilà, ça fait comme une pantoufle, si tu veux. Ah, Donc, la d'accord. prochaine fois, il faudra lui individualiser les orteils pour que ce soit plus joli, quoi. Comme c'est une petite fille, hein. Ouf. Vous pouvez faire ça? Ben, on le fera progressivement, hein. Ah On ne ouais. pouvait pas faire tout en un temps pour des raisons vasculaires, mais dans un deuxième temps, il Ok. faudrait lui faire ça, oui. Non, mais c'est une question un peu naïve, mais comment tu fais pour... Enfin, tu peux pas lui faire Ah bah, des tu les ongles et tout. désindividualises, tu dissèques les artères, etc. Tu individualises l'orteil. Ensuite, tu récupères avec des techniques des lambeaux pour pouvoir faire l'espace entre les orteils. On a l'habitude, ça, hein. Ce Oh, sont waouh. des lambeaux, on appelle ça des lambeaux commissuraux. Donc, tu fais des petits lambeaux de peau pour pouvoir refaire l'espace entre les orteils. Et éventuellement, tu fais des greffes, etc. Ok, waouh. C'est de la magie. C'est minutieux, ouais, c'est un peu long, c'est minutieux, Wow. mais on peut pas faire tout en même temps. Oui, non, bien sûr. Ok. Non, mais c'est déjà incroyable. Mais quand, du coup, enfin, quand vous lui avez, du coup, décollé le pied, euh, les greffes de peau, c'est de la peau qui venait d'où? Bah, c'est la peau qu'on prend sur son ventre, Ah, sur le bas d'accord. de son ventre, pour cacher la cicatrice dans la culotte. Ah, Donc on d'accord. prend des greffes de peau, soit dans le pli de laine, soit Mhm. dans le bas du ventre. Donc on Mhm. fait des greffes complémentaires. Mais là, on avait utilisé des lambeaux locaux aussi. Ok. Non, c'est incroyable. Et du coup, cette petite fille-là, Marianne, elle va pouvoir marcher Bah, bien sûr, correctement? bien sûr, bien sûr. Elle va... Marcher sur son talon correctement, mais surtout avec un pied à 90 degrés, Ouais, avec un aspect beaucoup plus normal. ouais. Et faire de la rééducation aussi, j'imagine, pour pouvoir... Ah ben là, on va lui laisser ses broches pendant un mois. Et sur place, il y a un chirurgien qu'on a formé, qui est le docteur Bertin, qui est un interne tchadien qu'on a formé dans nos précédentes missions, très sympathique, et qui là va pouvoir lui enlever ses broches dans un mois. Et les kinés qui sont au centre vont pouvoir lui faire de la kinésithérapie. Ok, ok. Et du coup, pour finir, est-ce que tu penses y retourner? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, à Mundou, Mhm. trop de dégradation, tout est sale, si tu veux, c'est des détails, mais tu arrives dans un bloc pourri, qui a été restauré X fois. Là, on est arrivé, les toilettes étaient dégueulasses, même pas lavées, Mhm. avec du pipi popo, même pas de seau pour Oh mon nettoyer. Dieu, ouais. Mhm. Moi, j'ai dit stop, stop, je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Et puis un minimum d'hygiène, un minimum de dignité quand tu reçois, le bloc reçoit une équipe chirurgicale. Le minimum, c'est de nettoyer les chiottes, je sais pas, tu vois, c'est pas grand-chose, un seau d'eau, un minimum. Là, on est reçu je crois que même les animaux sont plus propres, tu vois. Ah Donc, ouais, ouais, c'est- voilà, tu vas dans un endroit, tu as envie que les gens soient contents que tu viennes, quoi. Donc, là, ouais, logique. aujourd'hui, je suis pas motivé pour retourner à Mundou, non. Non, mais c'est complètement logique. Enfin, il y a Et des puis attends, limites j'ai aussi. surtout beaucoup de missions. Ouais, Là, en juin, j'étais en Ukraine. Février, j'étais au Sénégal. Madagascar aussi. Mars, on est allé à Madagascar. Là, je repars au Congo en décembre. Tu Mhm. veux, ça va faire 5 grosses missions dans l'année. Il y a Waouh. suffisamment d'endroits dans le monde où aller pour au moins aller dans des endroits où les gens te disent welcome et puis un peu d'humanité, quoi. Ouais, Un peu de bienvenue, welcome. non, c'est Voilà. normal. C'est le minimum, voilà. Mhm. On n'est pas maso non plus, hein. Non. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pour un autre épisode.